qui avez choisi le monde des mystères comme votre monde, ou alors qui voulez pénétrer le monde des mystères, qui voulez y entrer. Ce soir, nous nous retrouvons encore ensemble pour une heure et quelques minutes, bien sûr, parce que nous avons pris un petit retard, vous le constatez vous-même. Alors, nous allons parler un peu de la journée mondiale de la santé, mais c'est Jean-Marie Onambélé qui, en tant que modérateur de l'émission, qui saura bien vous présenter les différentes articulations de cette édition. Bonsoir, Jean-Marie. Bonsoir, professeur Emmanuel Duport. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à être avec nous tous les dimanches, juste après le journal sur votre télévision LTM. Comme le professeur l'a dit, cette semaine, exactement le 7 avril, se célébrait à travers le monde entier la Journée mondiale de la santé. Et pour revenir sur cette Journée mondiale de la santé, on a jugé opportun de venir cette fin de semaine vous parler de la santé, surtout de la métaphysique et de l'art médical. Et je tiens encore à le préciser, on comptait avoir sur ce plateau un médecin ou alors quelqu'un qui soit dans le domaine de la santé publique au Cameroun. Et comme d'habitude, et pour une énième fois, malheureusement, on n'a pas pu entrer, je voulais dire, on n'a pas pu avoir l'accord de ceux-là pour pouvoir se retrouver sur ce plateau. Comme malheureusement, il faut qu'on fasse l'émission. On va en parler de la métaphysique et de l'art médical cette semaine dans votre émission. Et parlons de la métaphysique et l'art médical et surtout de la Journée mondiale de la santé qui s'est célébrée le 7 avril de la semaine dernière et par ricochet aussi de la journée du diabète qui s'est célébrée. On va essayer, pendant tout au long de cette émission, essayer de vous graisser une certaine vision de la médecine de par le monde et surtout aussi de vous montrer par la fin qu'est-ce que c'est que la médecine et qu'est-ce que c'est que l'art médical. Mais tout d'abord, on va ouvrir le premier pan de cette émission qui est votre section évocation et réflexion. Évocation et réflexion de cette semaine va se faire en 3 temps. Tout d'abord, on va aller voir au niveau de l'industrie, je ne voulais pas dire animalière, je voulais dire au niveau de l'industrie de l'agroalimentaire, comment ça se passe de ce niveau, de ce côté-là. Et je vous prie et je vous invite à suivre cet élément attentivement. L'industrie de la viande elle-même est une grande source d'émissions de gaz carbonique et que c'est un des éléments sur lesquels on peut avoir un certain contrôle puisque nous ne sommes pas obligés de ne manger que de la viande. Au Québec, depuis longtemps, le poulet, le steak, le porc sont au centre de notre assiette. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dénoncer la face cachée de la viande. Elle serait liée au développement de plusieurs maladies. Sa production aurait un impact dévastateur sur l'environnement. Et c'est sans parler des conditions d'élevage indignes qu'on essaye de nous cacher. J'ai rencontré des gens qui, pour toutes ces raisons-là, ont choisi de manger autrement. Un choix de santé, un choix éthique, un choix écologique que soutiennent plusieurs spécialistes et scientifiques. Au Québec, le cancer représente 32% des causes de mortalité. En 2010, on estime à 5 900 les nouveaux cas de cancer colorectal et près de 2 500 personnes en mourront. On estime que quelqu'un qui mange à peu près 4 onces de viande rouge par jour a à peu près 38% d'augmentation du risque de mourir prématurément. Ce qu'on voit, c'est que plus on mange de viande rouge, on a divisé les gens par quintile, c'est-à-dire ceux qui en mangent le 5e qui en mangent le moins, puis le 5e qui en mange le plus. Et il y a une relation linéaire entre le fait de manger de la viande rouge et la mortalité cardiovasculaire, la mortalité par cancer, les ACV. C'est clair que si vous devenez végétarien, vous allez réduire énormément votre risque de développer une maladie cardiovasculaire. Parce que toutes les études montrent que ça a un effet très, très important sur tous les facteurs de risque. Alors, le mythe de la viande rouge, des gros steaks, c'est un peu farfelu, mais c'est très ancré. Hein? D'ailleurs, nos mères nous disaient, tu sais, on va te donner un bon steak, là. Mais c'est pas basé sur la science.
On connaît tous Thérèse Tanguay-Dion, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elle est végétarienne depuis maintenant 18 ans. Comment vous vous sentez maintenant que vous mangez plus du tout de viande? Je vais beaucoup mieux, je le dis, ça me dérange pas de le dire, je vais, je te dis 80% de mieux dans mon autant de mental que physique depuis que je mange plus de viande, depuis que je décide de quelle noix je mange, quels fruits, quels légumes, et j'invente des recettes. Puis quand je fais goûter à ça, des fois à des amis, « Wow, c'est bon, t'es quoi la recette? » C'est rien, t'as un petit peu de ça. J'ai rien de marqué, j'y vais à ma façon, et puis j'aime ça. Quand on parle aux gens de végétarisme, les gens imaginent qu'un végétarien ou une végétarienne, c'est quelqu'un qui a 20 ans, qui a les cheveux longs, qui est un peu macramé, un peu granola. Et vous, c'est vraiment pas du tout le cas. Vous brisez vraiment l'image du végétarien type. Tu sais, il y en a que c'est des religions de pas manger une sorte de viande. C'est pas ça, moi. C'est que je me dis, on est capable de vivre sans faire souffrir des animaux. Les truies, elles, sont réinséminées. Quand elles sont gestantes, elles sont placées dans des espaces individuels. Quand elles deviennent moins productives, elles sont envoyées à l'abattoir. Les truies de maternité sont ensuite transformées en viande de charcuterie. Les porcelets sont systématiquement castrés. L'opération s'effectue sans antidouleur ni anesthésie. La castration est effectuée pour une question de goût, parce que 2 hormones sécrétées par les testicules dégagent une odeur d'urine lorsqu'on cuit la viande. Contrairement à ce qu'on voudrait bien nous faire croire, les conditions de vie des poulets au Québec sont loin d'être idéales. Les poussins sont engraissés sur de grands parquets sans jamais pouvoir sortir à l'extérieur. Après environ 38 jours, ils sont passés de 45 grammes à 2,2 kilos, soit 45 fois leur poids en un peu plus d'un mois. Ils vivent au nombre de 10 au mètre carré. Ils urinent et défèquent à même le plancher, qui serait nettoyé uniquement après leur départ pour l'abattoir. Ils sont transportés par camion dans des conditions souvent déplorables. Vu là un élément qui nous venait droit du Canada et précisément dans l'État du Québec où on essayait de nous présenter les industries alimentaires de ce côté-là, une industrie alimentaire qui est aujourd'hui avec la mondialisation est peu éparpillée de par le monde. Ce qui se passe au Québec peut aussi bien se passer ici chez nous. Professeur Emmanuel Desportes. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Nous sommes en métaphysique. Est-ce que nous faisons, nous sommes des avocats qui défendent la cause des bêtes pour dire que manger de la viande, c'est pas nécessaire et tout? Je ne crois pas. Alors, je ne crois pas non plus que nous sommes là pour dire des choses justes parce que nous, on ne mange pas ceci, on ne mange pas cela. Mais nous sommes là parce que nous voulons à ce que la population se prenne en charge. Alors, se prendre en charge, c'est vivre sans médicaments. Vivre sans médicaments voudrait aussi dire avoir l'art, c'est-à-dire la connaissance de la manière de vivre, comment faut-il vivre alors pour que nous ne soyons pas la proie de ceux qui fabriquent des médicaments. Alors, suivez-moi mon regard. Alors, l'élément en question, d'abord, prouve le côté inhumain de l'être humain. On doit manger les viandes, d'accord, mais qu'on laisse au moins les animaux vivre avant de les tuer. Les élever, les permettre de vivre, voudrait donc dire qu'on ne les mette pas en prison. C'est dans des grosses prisons où l'air passe à peine, où il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de pluie, et en surnombre, se retrouver dans des cageotes. Et là, le cerveau de la bête réfléchit que, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Et nous mangeons donc de la viande qui est pourrie par l'adrénaline de ces bêtes-là, qui réfléchissent aussi que l'être humain est méchant. Parce que quand les animaux vont à l'abattoir, on a essayé aujourd'hui de changer complètement la donne avec des équipements modernes, une certaine technologie. Mais avant, quand on tuait la chèvre, elle pleurait. Hein? Ou bien le porc qui est élevé. Cet élevage-là continue à exister
de notre côté ici, où vous êtes avec le porc tout le temps, et vous le nourrissez, il dort même avec vos enfants, et à un moment donné, vous devez l'éliminer. Mais professeur, excusez-moi un peu, quel est l'impact de cette industrie agroalimentaire-là sur l'organisme humain, en fait, sur nous? Alors, moi je dis, quand on a même donné de l'amour à l'animal, là c'est une chose, ça veut dire qu'on a été quand même différent, par exemple l'élevage traditionnel. Mais lorsque vous élevez les machines, les animaux comme si c'était, pas si c'était, c'est-à-dire l'industrie de la viande, donc vous rendez l'animal un objet industriel à vendre plus tard, mais le produit de cet animal est indigeste d'abord, de fond en comble, c'est un empoisonnement de l'organisme. Là, ça je ne défends pas la cause des bêtes, mais j'essaie d'expliquer sur le plan métaphysique et même sur le plan scientifique, c'est prouvé, c'est prouvé. Alors l'élément en question n'a pas été monté pour rien. Et nous, on ne fait que répercuter des choses qui sont aujourd'hui, pour l'Afrique, les pays en question sont des modèles, alors que ces pays sont en train de faire marche arrière. Hein? C'est-à-dire, il y a un questionnement qui se pose à ces niveaux. Sauf que, on se pose donc, ces questionnements-là ne répondent pas à l'autre question, où est-ce que nous sommes allés, jusqu'où nous sommes allés, comment faire pour faire marche arrière. Mais l'Afrique peut faire marche arrière. Nous, on n'a pas besoin de rester cramponné sur le modèle des autres. Surtout que nous constatons que ce modèle-là n'a pas donné. Mais professeur, on est tous depuis la nuit des temps des pêcheurs, des chasseurs. Est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est facile pour nous d'être végétariens? Non, parce que végétarien, ça a une connotation un peu plus ou moins élitiste, européanisée dans nos cerveaux. Est-ce que nous, on peut facilement être végétarien? Non, c'est des histoires. C'est-à-dire, quand le blanc vient en Afrique, il dit que les noirs vivaient de la chasse et de la cueillette. C'est faux. Même en Europe, on sait que dimanche était le grand jour pour manger de la viande. Tout le reste du temps, on mangeait de la végétation. C'était pareil en Afrique. Nous, on mangeait de la viande. Moi, quand j'étais petit, quand on mangeait de la viande, c'était peut-être 2 fois par mois. Mais les dimanches, ce n'est pas les autres jours de la semaine. On essayait, quand on a un gibier, on essayait de le boucaner pour qu'on ait dans notre grenier, grenier ou bien dans nos provisions, un peu de la viande, dans le grenier, un peu des grains. Et l'homme ne mange pas de la viande longueur de la journée. Il n'y a aucun peuple qui a mangé de la viande longueur de la journée. Même les Européens reconnaissent que ça fait plus de 30 ans aujourd'hui qu'on ne mangeait pas de la viande, ou bien 50 ans à peine, on ne mangeait pas de la viande comme on en mange aujourd'hui. Et les maladies cardiovasculaires qu'on a aujourd'hui n'existaient pas au même rythme. Le cancer et tout, on n'en avait pas. Nous sommes des va en guerre. Quand il y a un problème, on prend les armes, on bombarde. On ne veut pas savoir qu'est-ce qui se passe. C'est la même chose avec le corps humain. Lorsqu'on a un problème à l'intérieur de l'organisme, au lieu de chercher la cause du mal, alors le médecin est là pour bombarder avec les médicaments. Lesquels médicaments, il n'y comprend rien du tout, rien. Parce que, sauf ce qui lui est expliqué par le délégué médical, aucun médecin n'a de laboratoire. Et encore que les laboratoires sont le produit, du moins les facultés sont le produit des laboratoires. C'est eux qui financent les laboratoires. Il faut aujourd'hui que le gouvernement fasse leurs facultés de médecine et qui met en touche les laboratoires pharmaceutiques. Mais comment faire? Étant donné que les grands pays du monde, les lobbies qui sont véritablement derrière les chefs de l'État, c'est les lobbies qui sont basés sur l'industrie. Parmi ces industriels-là, il y a les laboratoires pharmaceutiques. Et pour cela, vous m'offrez une bonne planche qui va me servir de pont exactement pour introduire le prochain élément qui parle de l'historicité de la médecine, de par le monde, je vous l'ai dit, de la santé et la médecine, parlant aussi des médicaments. On va donc aller voir une certaine évolution, vraiment de manière brève, de l'évolution de Hippocrate jusqu'à certains soins contemporains, certains contemporains qui, effectivement, ont sécrété du médicament. Allons voir cet élément et on revient juste après pour continuer à discuter avec le professeur Emmanuel Deportes.
En 1913, John Rockefeller, patron du trust pétrolier Standard Oil Company, crée la fondation soi-disant philanthropique Rockefeller. Il va organiser, grâce à cette fondation, le contrôle stratégique du secteur de la santé aux États-Unis. Les dons de la fondation Rockefeller supportent exclusivement des écoles médicales et des hôpitaux. Ces institutions sont devenues les missionnaires d'une nouvelle race d'entreprises, les fabricants de médicaments synthétiques brevetés. Les vitamines et autres micronutriments rendent impossible le développement de toute activité commerciale basée sur les médicaments brevetés. En effet, les produits d'origine naturelle ne peuvent être brevetés. Ils sont donc totalement ouverts à la concurrence. L'élimination de la concurrence indésirable des micronutriments naturels devient donc une question de vie ou de mort pour le commerce pharmaceutique dès la fin de la Première Guerre mondiale. La fondation Rockefeller profite de l'épidémie de grippe espagnole de 1918 et utilise les médias pour lancer une chasse aux sorcières contre tous les médicaments qui échappent à ses brevets. Au cours des 15 prochaines années, toutes les écoles médicales des États-Unis et la plupart des hôpitaux deviennent des pions sur l'échiquier stratégique de Rockefeller pour mettre l'ensemble du secteur de la santé sous le monopole de ces entreprises pharmaceutiques. De l'autre côté de l'Atlantique, en Allemagne, un premier cartel chimico-pharmaceutique est créé pour s'opposer à la conquête du marché mondial des médicaments par le seul Rockefeller. Dirigé par les multinationales allemandes Bayer, BASF et Hoechst, le cartel IG Farben est créé.